3, 2, 1. Et encore moi. Eh ben, écoutez, finalement, j'espère que je vous ai pas trop manqué pendant une minute, mais je ne suis pas tout seul. Je viens d'être rejoint par les 3 chroniqueurs du jour qui ont été patients. Alors hop, on peut mettre la grande caméra, on les voit, ils sont avec moi. Et alors le petit nouveau, il a compris comment ça marche avec moi, il est rentré, il m'a fait un compliment. Il a tout compris comment ça marche. Il a dit que c'était bien le panel d'avant. Je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait super plaisir. Non, mais je t'adore, Raphaël. On va bosser beaucoup ensemble. Alors, justement, comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas changé de plateau, on va faire un petit tour de table pour que chacun se présente. C'est pas galant. On va commencer par toi parce que tu es nouveau. Et puis on terminera par Charlie. Mais comme ça, je poserai la première question pour être galant. Allez, 1 minute chacun, vite fait, juste pour dire que vous êtes, parce qu'on est hyper à la bourre. Yes. Non, mais je vais faire rapide. Donc, Raphaël Bloch, je suis journaliste depuis maintenant 8 ans et je suis l'un des cofondateurs de The Big Whale, qui était un média Web3 européen. On s'est lancé au printemps, donc en avril dernier, et notre but, c'est vraiment de faire comprendre au grand public et aussi aux experts ce qui se passe dans l'écosystème Web3 en France et sur le continent européen. Oui, donc quand tu dis média Web3, c'est un média sur le Web3. Sur le Web3, mais en même temps, on travaille aussi sur... mon article n'est pas dans la blockchain, quoi. Pas encore, mais ça va arriver. On travaille dessus. Allez, un avocat classique, pas classique. À toi. Tu as déjà tout dit, Hubert de Voplan, avocat chez Kramer Levin. J'ai mis une cravate, tu as vu aujourd'hui. Tu n'es pas obligé. Mais non, mais en fait, c'est même pas pour toi que je l'ai mis. Ah bon, ça me rassure. Ça m'aurait fait un peu peur, quand même. Voilà, donc j'accompagne le monde de la fintech et le monde des cryptos depuis une dizaine d'années. Merci. Et alors, Charlie, qui es-tu ? Charlie Perrault, je suis chef du service startup aux Échos et moi je suis quand même la fintech et la crypto depuis 2017. J'ai commencé quand j'étais au Journal du Net. Ah oui, on s'est connus à l'époque et tu suis de manière très très assidue. Tu ne fais pas que des copains d'ailleurs, mais enfin bon, on en reparlera. Écoute, comme j'ai pas été galant pour commencer, on va commencer par toi. On va pas suivre mes questions. C'est sûr qu'avec Raphaël, on va parler de FTX, forcément. De toute façon, tu as proposé à tes abonnés tout un report. Et comme on n'a pas envie de tout lire, tu vas nous faire un résumé et on réagira. Peut-être, Charlie, je crois que tu as regardé le panel d'avant. Un petit peu, juste en diago. Tu travaillais, toi. Il y a que Raphaël qui a regardé. C'est pas bien. Mais Hubert et Raphaël, ils feront des remarques. Alors toi, par contre, tu dirais quoi ? Là, l'actu de la semaine, le truc qui te marque un peu dans notre écosystème avant qu'on aille sur FTX, là. Dans l'écosystème, parce que moi je suis sur la page de demain, tu vois. Pas grave, moi je suis sur l'actu de demain. Tu peux nous parler de demain si tu veux, mais tu vas pas vouloir. Non, j'ai pas trop le droit. Surtout qu'il y a une très belle news dans la fintech et je peux juste vous dire qu'en tout cas, les boîtes, les fintech qui ont des vrais modèles économiques, ça marche. Voilà. Alors ça marche au sens, elles lèvent des fonds ou elles sont rentables ? Les deux. D'accord. Donc c'est bonne nouvelle. Je vous invite évidemment à lire les échos demain. Elle est super pour qu'on achète les échos demain. Non, mais sinon, tu as fait plein de papiers récemment. Qu'est-ce que tu retiens en ce moment ? Plutôt les lay-off, les licenciements, plutôt que le fait que c'est plus dur de lever des fonds, ou au contraire, les grosses levées de fonds de nos amis Partech, Iris, etc., pour dire que dans le seed, ça lève toujours à fond. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Ça y est, je commence à me souvenir ce que j'ai écrit. Ça y est, tu vois, non, mais heureusement que je lis tes articles. Oui, merci. Non, effectivement, ce que tu as noté sur les fonds qui sont levés, là, récemment bouclés par des gros fonds de capital risque, c'est surtout dans l'amorçage. Parce qu'on est tous un peu tristes en ce moment. C'est assez anxiogène, personne n'arrive à lever de fonds, c'est trop compliqué. Sauf effectivement dans l'amorçage, donc quand tu es vraiment tout au début, tu démarres à quelques centaines de millions, voire quelques millions. Là, il y a encore beaucoup d'argent. On l'a vu, Iris Capital, je crois que c'était 150 ce matin. Il y a 2 jours, Partech. Il y a 2-3 semaines, c'était Index, un très très gros fonds, 300 millions. Donc, on voit clairement qu'il y a encore de l'argent pour les startups au démarrage parce que tu investis surtout dans une équipe, un produit et leur capacité à exécuter. Tu es plus d'ailleurs dans l'émotionnel que des fois vraiment dans... Bon, puis il y a un peu la thèse d'investissement, le serpent de mer, que c'est dans les grosses crises qu'on a vu naître les géants d'aujourd'hui. On nous le fait à chaque fois, c'est en 2001 que sont Très bien, je crois que c'était ma chute d'article. Tu vois, je suis pas loin, mais c'est parce que je te lis beaucoup, tu vois. Bon, alors il y en a un des deux qui a regardé le panel d'avant pour réagir quand même.
Ouais. Alors, effectivement, et je le pensais vraiment, c'était très intéressant dans la mesure où vous avez abordé des sujets qu'on a un peu perdu de vue. Je pense notamment à la question de l'euro numérique, qui On va est parler dans le Big Well quand même, non? Ouais, non, évidemment, on en parle. Et c'est vrai que, et on va en parler après, avec FTX et tous les sujets autour des marchés, de la valorisation des cryptos, on a un peu perdu de vue donc, cette question, alors que c'est peut-être l'une des plus importantes dans la mesure où l'euro numérique est un vrai choix qui va nous engager. On sait qu'en Chine, le pouvoir a développé son fameux yuan numérique, qui a des implications en termes de liberté publique, de contrôle de la population. Les États-Unis avancent et en fait, on voit qu'en Europe, on a envie de faire ce projet, d'avancer, mais on ne sait pas encore de quel côté, j'allais dire, la pièce va retomber. Est-ce que ça va être quelque chose de, j'allais dire, d'un peu intrusif, même si la BCE s'en défend, ou alors est-ce que ça va être quelque chose qui finalement va être presque inutile? Et je pense que c'est un peu ce qu'on a ressenti pendant le panel, et j'ai trouvé que Nicolas et Jean-Marc étaient assez bons là-dessus, c'est qu'on ne voit pas encore aujourd'hui l'intérêt d'un euro numérique tel qu'il est défini par la Banque de France, parce que les stablecoins euros et dollars servirait d'alternative parfaite. En fait, si Pas je avec peux- la même. Quand même, Valérie sous-entendait qu'à chaque moment de crise, c'est-à-dire qu'on aime toujours tout ce qui est très innovant jusqu'au moment où il y a un problème. Quand il y a un problème, on va à celui qui est garant dernier ressort. Quand il y a eu les problèmes en 2008, le garant dernier ressort, on regardait la Banque centrale, et les mecs qui sont bien sortis à la planche à billets, ça a duré 15 ans, on a tous profité, comme pendant le Covid. Alors que là, FTX sont tous retournés, les mecs ils ont dit, bah, je sais pas, c'est pas régulier votre truc, débrouillez-vous, c'est au Bahamas, je sais pas où c'est. Et tout le monde se retrouve avec des tôles. Et là, c'est marrant, tout le monde veut un peu de régulation quand même. Et donc, une monnaie centrale, moi, j'ai toujours pas compris le use case perso non plus, mais Mais parce qu'il n'y en a pas tellement, en fait. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir... En fait, il y en a un, mais il est plus dans le marché de gros. En fait, c'est Oui. parce que c'est toujours le problème de l'euro numérique, parce qu'on veut faire de l'euro numérique le remplacement, même si c'est pas le mot qui a été employé, mais en tous les cas, un nouveau mode de représentation de l'euro qui aujourd'hui sert aussi bien pour le paiement de détail et pour acheter sa baguette de pain que pour faire les paiements banque centrale, règlement livraison. Mais là, non, dans mais le marché de gros, elle l'a évoqué pour le marché de gros. Elle l'a dit le cas de. oui, mais là, il y a Oui. oui, mais là, il y a des vrais cas d'usage. Oui, mais ça, ils y bossent. Il n'y a pas de Oui. débat. Là où il y a un débat, c'est sur le retail. Et sur le Alors, il n'y a marché. pas de débat parce qu'il n'y a pas de cas d'usage, justement. Donc là, c'est là Alors, où c'est intéressant. ouais, je te trouve un peu taquin parce qu'il n'y a pas de cas d'usage qui te plaise à toi en tant qu'utilisateur. Mais comme tu as des cheveux blancs comme moi, tu te rappelles pas de la discussion au moment où au Parlement, ils voulaient faire prélever la TVA sur les transactions cartes bancaires en disant par défaut, on considère que sur les plateformes, il y a 20 points de TVA et ça sera au client de prouver à la fin qu'il doit les récupérer si par hasard il n'y a pas de TVA sur un article. Hyper dur à faire avec la carte bancaire, ça a été sauté tout de suite. Si demain, tu as une monnaie numérique, l'impôt, il est prélevé à la source. Hein. Va sur le site de la Banque Centrale Européenne, regarde la Non, définition de Tu la vas et monnaie. Tu nous expliques. C'est Mais je beaucoup te le plus dis, facile. je te le dis. Tu regardes la définition de qu'est-ce que c'est que la monnaie. Je ne vais pas te faire un cours d'économie monétaire, mais tu regardes ce que c'est la monnaie. Et la monnaie, on va te dire, c'est un mot, confiance. Aujourd'hui, c'est plus des réserves, c'est plus le stock d'or que tu as dans les sous-sols de la Banque de France ou ailleurs, c'est Eh ben, confiance. je suis d'accord, mais donc l'USDT, c'est pas bien. J'ai pas confiance, moi, je sais pas où il est, ce truc-là. Attends. Là, on parle de l'euro numérique. Si l'euro numérique fait ce que tu es potentiellement en train de dire, c'est-à-dire aller nous piquer l'argent là où Bah, il là-bas, pique pas, c'est grâce à ça que Ouais. mon fils peut aller à l'hôpital. Donc Ouais. je considère pas qu'il me le pique. Ça dépend comment tu vois l'impôt. Alors, si tu vois, vous avez parlé des monnaies traçantes, par exemple, hein, justement, c'est un très beau sujet parce qu'il y a le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est effectivement, notamment, et ça a été dit dans les pays qui n'ont pas de système bancaire, de pouvoir exactement. Mais le pire, entre guillemets, c'est de dire je conditionne le paiement de la ressource liée à telle allocation familiale ou autre. Voilà. Et ça, on est déjà dans un à la système situation de ton démocratique. portable qui va à l'école toute la journée, qui est Exactement. sorti de l'école à 17h, par exemple. Exactement. Comme en Chine. Exactement. Donc, là, tu n'as plus de confiance. Si tu n'as plus de confiance, tu n'as pas En tout cas, d'utilisation tu as de de la l'euro. peur. Oui, mais tu n'as même plus confiance. Donc, si tu n'as pas confiance, tu ne vas pas utiliser l'euro numérique. Donc, en fait, le grand défi de la BCE, C'est de garder la confiance. c'est de garder la confiance sur l'euro de retail. Moi, je crois. Et Le aujourd'hui, discours est très soft. Hein. Oui, mais la confiance, elle n'est pas là. Ouais, je suis d'accord. Alors, changeons de sujet, FTX, parce que j'ai fait exprès de pas trop rentrer le détail, je savais que tu étais là après, donc j'ai pas voulu qu'on parle trop de ça avant. Évidemment, on l'a effleuré, hein, évidemment. Ouais, Tu peux faire, mais t'as pas longtemps, hein. 3 minutes, un résumé à date, parce que ça change tous les jours. Un résumé à date, allez. Sacrée première, là. Non, mais la plupart des gens qui regardent connaissent déjà le contexte. Quand même, hein. évidemment. Donc voilà, qu'est-ce Ouais. qu'il y a à retenir de ce séisme? Alors, pour plein de choses. C'est vrai que FTX, il y a encore quelques mois, c'était un acteur absolument incontournable dans l'écosystème crypto. Tout le monde avait vu SBF, donc le fondateur d'FTX. Il faisait le tour des plateaux. Il était invité à Washington pour parler de la régulation. Et FTX, c'était vraiment l'acteur qui montait.
et qui pouvait faire. Alors, c'est compliqué de faire de l'ombre à Binance, qui est le leader mondial, mais en tout cas, commencer à venir le titiller. Et effectivement, on s'est rendu compte en l'espace de quelques jours que depuis le début, au moins depuis 18 mois, FTX, qui avait donc une espèce de société sœur, Alameda Research, était en réalité une sorte de pompe qui alimentait ce fonds d'investissement, qui a fait de très mauvaises opérations. Et donc, en réalité, l'argent des utilisateurs d'FTX servait à combler les trous d'Alameda. Ça s'appelle une Research. fraude, parce que concrètement, Oui, un exactement. exchange n'a pas à faire ça. Quoi, voilà. Non, mais exactement. Acteur régulé aux Bahamas, c'est ça? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la branche américaine, FTX US, était régulée aux États-Unis, et FTX International, là où il y avait beaucoup de clients, par exemple en Europe et en Asie, était cette Mais quand on dit régulée. qu'FTX a fait faillite, c'est qui a fait faillite? Ah bah là, pour le coup, tout le monde. Donc tout le monde a l'argent bloqué. Tout le monde. Là où il y a un problème, c'est que aux États-Unis, les clients d'FTX, donc US, vont pouvoir avoir. Enfin, il y a des voies de recours. Sur FTX International aux Bahamas, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tous les clients d'FTX, par exemple, européens qui étaient avec FTX International, eux, surtout dans une situation où ils n'ont pas de nouvelles, les équipes ne sont pas structurées. Donc voilà, donc ça pose. Ceux qui étaient aux US, il y a un peu de structure, c'est ça que tu dis? Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui sont mobilisés. Enfin, là, tout de suite. Pour essayer de récupérer les sous. Exactement. Ça va mettre du temps quand même. Et puis surtout, il faut voir ce qui reste. Et manifestement, il n'y a pas grand-chose dans la Il y a caisse. une villa, je crois. Ouais, enfin, après, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il va falloir vendre les villas, savoir qui détient quoi. Ça va prendre des années pour potentiellement. Est-ce qu'on a une récupérer idée peu de en choses. Europe de. Est-ce qu'on parle plutôt de geeks qui se sont amusés à jouer sur les exchanges et qui ont perdu? De toute façon, ils avaient gagné vachement en faisant x10, ils ont perdu. Ou est-ce que c'est des instits? Est-ce que c'est des fonds de fonds? Est-ce que c'est des hedge funds? Moi, je connais un cas très concret d'un hedge fund qui vend en France ses parts et qui disait qu'il faisait de l'arbitrage, et sauf que il en avait dessus, quoi. Ouais. Non, FTX, en fait, c'était aussi positionné comme la plateforme des traders. Donc, il y a pas mal d'institutionnels et aussi de traders professionnels qui l'utilisaient. Donc, c'est moins, on va dire, la clientèle d'un Binance où tu vas trouver un peu, j'allais dire, le tout venant, c'est-à-dire même des gens qui découvrent l'écosystème Tous crypto. ceux qui se font avoir sur YouTube, là, qui cliquent. pour acheter. Notamment, mais notamment donc, des gens qui vont mettre 1000 euros, 2000 euros, donc des petits volumes. Et effectivement, FTX est davantage le prestataire d'acteurs plus installés qui voulaient des contrats plus sophistiqués, qui voulaient investir en fait, ils ont développé beaucoup de produits structurés sur les cryptos. Et donc voilà, c'est une clientèle encore différente. Mais on peut aussi se poser la question de savoir dans quelle mesure ces clients ont été peu diligents aussi quand ils ont utilisé FTX. Ni plus ni moins que toutes les autres plateformes. Je veux dire, en quoi une qui est en Chine est plus sûre qu'une qui est aux Bahamas? Ah non, mais tout le monde sait que Binance, je veux dire, il y a des questions aussi autour de Binance. Aujourd'hui, à part Coinbase, qui est coté à Wall Street, qui est régulé par la SEC. Lui, il a l'honnêteté de dire cet été, il a pris la parole. Non, je crois que c'était avant que tu viennes. Il avait dit de toute façon, je vous rappelle, si je fais faillite, il n'y a plus d'argent dedans. Enfin, donc, au moins, il ment pas, quoi. Tu vois, il te dit pas. Non, mais c'est vrai, protégé, mais mais ce dont il faut avoir conscience, et c'est ce que Nicolas a rappelé avant, le patron de CoinHouse, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même peu d'acteurs, enfin des plateformes centralisées qui présentent toutes les garanties. On parle d'enregistrement, même PSAN. C'est light. C'est très light. Non, mais c'est très C'est light. mieux que rien. Non, mais c'est mieux que rien. Mais je veux dire, ça n'est pas au niveau. Et on en parlait avec Hubert. Je veux dire, quand on parle d'acteurs traditionnels comme les banques, là, il y a un niveau d'exigence qui est bien supérieur. Donc après, on sait que l'écosystème doit grandir. On l'applaudit pour le résumé. Mais C'est il faut génial, que je ça. garde le temps. Il faut que je m'amuse un peu. Tiens, si on s'ennuie. Et moi, je fais ça pendant 2h30. C'est le truc. Donc, il faut que je rigole un peu. Donc, question à vous trois. Mais comme il a déjà parlé, on commence par vous. Est-ce que cette explosion là, ce Lehman Brothers de la crypto, Non. est-ce que vous avez l'impression que déjà ça a bloqué, freiné, ralenti certains projets, ou pas plus que ça, c'est les soubresauts de cet écosystème naissant? 2 chiffres. Au pic du marché, l'ensemble de la captation boursière, c'est 3 000 milliards de dollars pour les cryptos. L'ensemble des actifs. C'est quoi le pic du marché? C'est Novembre. Il y a un an. Ouais, il y a un an. D'accord. Tu prends l'ensemble des actifs financiers dans le monde. 550 000 milliards de dollars. Donc 3 000 milliards, 550 000 milliards de dollars. Donc c'est tout petit. Oui, mais c'est pas ma question. C'est est-ce que ça Non, freine les gens qui se développent Non, mais là-dedans? si, ça répond en partie à la question. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler aujourd'hui de risque systémique, en tous les cas, qui aille vers la finance traditionnelle. Peut-être, on le voit, un risque, entre guillemets, systémique à l'intérieur du monde de crypto. Oui, c'est ça dont je parlais. J'ai Justement. vraiment un risque dans le monde de la crypto. Et après, on a les réponses. On en a parlé aussi, style Goldman Sachs. C'est à ce moment-là que tu rachètes Donc, au pas contraire, cher. pour vous, c'est le jour des soldes, quoi. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que les gros sortiront encore plus gros. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés,
ont une opportunité de rentrer pas cher. Par contre, est-ce qu'on a vu la fin? Ça risque pas, Non. parce que quand tu as un truc comme ça, tu as plein de gens. Je prends l'exemple concret du fonds dont je te parle. C'est un fonds où il y a 9 mois de délai de sortie. Donc, quand les gens commencent à demander leur argent pour sortir et qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne sortent pas parce qu'ils sont chez FTX, enfin, tu vois, il y a plein de hedge funds qui ont investi dans des plateformes d'exchange, etc. Ça peut durer encore longtemps, là, les soubresauts? Tu vois, par exemple, MTGOX, qui était une grande plateforme d'échange de crypto, qui était la star avant fondée par un Français d'ailleurs. Enfin, c'est toujours pas fini, cette affaire. Mais ça a duré 2 ans déjà, non? Ah oui, ça a commencé. 2014. Ah oui, donc 2014, mais là, par ils sont toujours en train. Il y en a qui attendent encore de récupérer leurs fonds. Ouais. Donc, un jour, peut-être. Non, mais Charlie a raison. C'est que ça va prendre du temps. Après, sur l'effet sur l'écosystème, ce qui est sûr, c'est que on est parti pour plusieurs mois de ce qu'on appelle l'hiver des cryptos, le bear market, enfin comme on veut, pour la simple et bonne raison qu'il y a encore beaucoup d'acteurs qui sont pris dans effectivement cet engrenage un peu dingue parce que FTX avait des liens avec énormément d'acteurs et donc ça va prendre du temps pour dénouer toutes ces situations. Et puis il y a aussi la question de la macroéconomie. On sait que, je suis d'accord avec Hubert, ça représente une goutte dans l'océan de la finance traditionnelle, enfin si on les compare. Et puis surtout, les cryptos sont dépendants de l'écosystème, enfin je veux dire de l'environnement dans lequel on évolue. Et on sait que y a pas mal de nuages qui pèsent, enfin qui survolent l'économie, que la politique monétaire des banques centrales n'est pas hyper favorable aux cryptos qui aiment bien quand on ouvre les vannes des liquidités. Donc non, ça va prendre du temps et on est parti pour au moins 1 an d'hiver des cryptos. Alors, Toi, tu me parles de l'hiver, mais toi, tu me disais que ça freine pas tant que ça. Alors, l'hiver, il dure 3 mois, normalement. Donc, c'est pas si long que ça. Donc, chez nous, non, un autre chiffre, moi, j'aime bien sortir les chiffres. Et tu as raison de rappeler ce qui s'est passé à l'époque en 2014, parce qu'à l'époque, c'était plus systémique. On sépare exactement, mais grosso modo, les pertes liées à FTX, c'est entre 35 et 50 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est moins que Madoff. Donc, il est toujours intéressant de replacer tout ceci dans le contexte. Alors, Madoff, il y a quand même des gens qui ont perdu 50 milliards de dollars. Excuse-moi, alors, ça tombe bien parce que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps quelqu'un, vous le verrez dans le podcast de la semaine prochaine. Vous verrez, j'ai interviewé quelqu'un qui a perdu pas mal d'argent avec Madoff. Mais Madoff, au moins, il faisait semblant. Il mettait une cravate comme toi. Il passait. On va m'appeler Madoff. Il invitait des gens dans des dîners mondains et il t'expliquait que c'était super dur de le rencontrer. Pour passer Vous avez vu à quoi ils ressemblent les deux là, Dalamada Research et SBF? Je leur donnerai pas des tongs à la plage, quoi. Donc. Oui, mais ça c'est l'American Way of Life. Non, mais d'accord. On aime bien ce genre d'histoire. On aime bien, mais enfin c'est des milliards que les fonds ils ont investi là-dedans. Tu parlais ils ont peut-être pas fait toute leur diligence. Ah bah non, mais c'est même Est-ce que ça nettoie un peu? Est-ce que les LP commencent à dire au fond, vous auriez peut-être dû quand même regarder un peu mieux, non? Ou même pas? Nous, on a fait le tour un peu des quelques fonds de capital risque, en tout cas en France, qui sont pas trop. Enfin, ils vont faire plus attention, ça c'est clair. Ils vont pas. Ils vont pas trop non plus, quoi. Ils n'ont pas les moyens déjà. Après, tu restes en France, donc ça reste. C'est pas comme aux États-Unis. Par contre, j'ai échangé encore une fois avec Index, que les partenaires sont venus à Paris il y a 2 semaines. Mais eux, ils ont toujours été clairs, quoi. On n'investit pas dans un truc où on ne comprend rien, en fait. Et ils ont investi que dans 1 ou 2 startups dans la blockchain. Donc, tu vois. Donc, non, moi, et puis en plus, il y a pas mal de fonds français de capitalistes qui viennent justement de boucler des fonds exprès pour investir dans le Web3. Donc, ils vont devoir quand même. Toi qui adore les chiffres, t'aimes bien sortir les trucs, quand même là, c'est pas nouveau les fraudes comme ça. Regarde, on a tous souffert ici. Enfin moi avec mes sponsors, Wirecard c'était il y a pas longtemps. C'était il y a 2 ans et eux ils ont été créés après Wirecard. C'est-à-dire qu'en fait on est tous greedy, on veut juste plus, donc on regarde pareil. Ça a l'air gros comme le milieu de la figure que c'est pas possible. Par exemple dans le paiement avec Wirecard, tout le monde te dit après, c'était pas possible de faire des marges pareilles dans le paiement, on gagne pas ça. Pourquoi tu l'as pas dit avant alors? Et là les gens disent ouais non mais c'était trop beau pour être vrai son truc. Pourquoi tu l'as pas dit avant? C'est quoi? C'est qu'on en veut tous plus, donc on ferme les yeux? Personne disait ça. Enfin franchement, je sais pas Raphaël, mais tout le monde était. Tu parlais de FTX, tout le monde disait mais c'est dingue, mais oui, mais personne ne disait non. Enfin. Ouais, non, mais c'est vrai que tout le monde avait les yeux de chimène pour FTX. Encore une fois, parce qu'on parle d'un acteur américain, il faut replacer ça un peu dans son contexte. On a parlé de Binance. Alors bon, ils détestent qu'on parle d'eux comme un acteur d'origine chinoise. Mais en tout cas, c'est pas un acteur américain. Et les Américains savent très bien
qu'ils ont aussi tout intérêt à avoir des champions dans chaque catégorie. Donc ils étaient ravis d'avoir Coinbase à Wall Street. Nous, on a emmené Sora aux États-Unis. Non, mais qu'après on aille sur un autre marché. marché, ça c'est très bien. Mais c'est plus les Américains étaient aussi très contents d'avoir Leur champion potentiellement là-dedans, un Binance Killer. Mais il y avait Coinbase déjà. Oui, mais Coinbase, c'est différent. C'est-à-dire que Coinbase, c'est un acteur qui Beaucoup travaille plus. avec les institutionnels. Enfin, je veux dire, c'est D'accord. un acteur, j'allais dire, plus Presque ennuyeux. bien élevé, exactement. Non, mais en fait, c'est ça. Et ce qui est très intéressant, et ça, il faut vraiment se le mettre. Non, mais c'est maintenant aussi ce que l'univers du Web3 va devoir assumer, c'est qu'en réalité, les acteurs qui marchent sont les plus ennuyeux. C'est-à-dire que Coinbase, moi je me suis amusé à lire là, il y a quelques semaines l'interview de Brian Armstrong dans le FT, c'est chiant comme la pluie. Enfin, Mais ça marche. Il n'a rien à dire. Mais non, parce qu'en réalité, il bosse, il développe son entreprise. Et c'est vrai que nous, on avait eu Sam Bankman-Fried, donc SBF, en octobre avec The Big Whale, on l'a eu. Il est totalement déjanté. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un. Oui, donc c'est plus drôle à raconter en fait. Je ne sais pas si c'est plus drôle. C'est en l'occurrence, nous, on a voulu lui parler parce que c'était quand même la personnalité qu'on avait envie d'entendre à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand on rembobine et qu'on se refait le film, l'interview était totalement lunaire. On est d'accord que tu te sens floué quand même quand tu as eu un truc pareil. Ah oui, non, mais évidemment. Et, Parce que moi j'ai interviewé le patron Wirecard, je te rassure. Non, mais je veux pareil, dire. hein, mais- même combat, je sais ce que Non, c'est mais- de se sentir floué. Non, mais c'est-à-dire que là-dessus, et on fait le même métier avec Charlie, on est journaliste. Nous, notre but, c'est évidemment de sortir des infos, mais aussi d'interroger les acteurs qui comptent dans le secteur. Et c'est vrai que SBF, c'est une énorme leçon d'humilité pour le secteur, nous les premiers, parce que on lui a posé les questions, il répond en vous disant tout va bien. Et puis derrière, on a vu ce qui s'est passé. Donc évidemment qu'on sera beaucoup plus attentif. Mais encore une fois, Laurent, là-dessus, il y a d'autres acteurs sur lesquels on est en train de travailler parce que le secteur est encore jeune et il y a des acteurs qui ont une taille qui n'est pas normale. Par exemple Binance, vous prenez Binance aujourd'hui, l'organisation juridique, l'organisation, j'allais on dire... leur fait un tapis rouge en France, c'est plus du rouge, c'est du rouge vif. Non, mais évidemment, mais c'est tout le problème, c'est qu'en même temps, nous, on ne peut écrire et j'allais dire publier que ce qu'on est capable de justifier. Voilà. Et toi, tu comprends pas Non, mais c'est-à-dire que là, en l'occurrence, je ne peux pas non plus apporter d'éléments factuels et tangibles. À tes doutes. Voilà, à mes doutes. Mais effectivement, l'organisation de Binance pose question. Oui, c'est toujours pareil. On a toujours le même problème, c'est-à-dire que tu as beau poser les questions, tu y crois entre guillemets sur parole, mais tu ne sais jamais effectivement si c'est vrai ou faux. Tu as le droit de poser des questions. Et après, dès que tu veux aller chercher des documents pour tu n'as rien, pratiquement rien, surtout dans ces milieux-là. Et encore. Et comment t'expliques alors moi, je comprends comment ça peut quand même plaire à ceux qui veulent faire que de la crypto, les geeks, et même mon gamin d'ailleurs qui s'amuse en regardant ça sur YouTube. Comment t'expliques qu'ils aient, malgré ça, autant de succès avec les institutionnels? Notre ministre qui fait un tapis rouge, les régulateurs, c'est quoi? C'est l'envie de montrer qu'on est champion? C'est quoi? C'est beaucoup la création d'emplois. Enfin, on a juste besoin de ça, quoi. Non, mais ça n'empêche, quand il est arrivé, le patron de Binance en France, il a dit, je vais investir 100 millions, je vais créer un pôle dans le sud de la France ou à Paris, et puis ça va faire des emplois. C'est quand même ça, à chaque fois, la base, quand tu veux qu'un gouvernement t'ouvre les portes. Exactement. Finalement, c'est des vieilles recettes de la vieille économie, ça. Mais ça, on ne cesse... c'est pareil, Hubert qui connaît le secteur depuis des années, on ne cesse de nous demander, quand on parle du Web3, mais qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qui est révolutionnaire? Je veux dire, il n'y a rien de révolutionnaire. Ça fait 25 ans qu'on n'a pas inventé quelque chose qui a permis de résoudre le problème de la faim dans le monde. Moi, je trouve ça bien en com, parce qu'avant, c'était chiant, et maintenant, ça plaît aux gens, Web3. C'est un mot qui plaît bien. En com, c'est top, en tout cas. Ouais, regarde, rappelle-toi, Raphaël, on a commencé à peu près en même temps à couvrir les cryptos. On parlait pas du tout de Web3. Non, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle plus de blockchain. Non, on parlait beaucoup de blockchain. Aujourd'hui, on parle plus de blockchain. On parle quand même de crypto, mais un peu moins. En fait, on met tout dans Web3 et ça passe. On avait besoin d'un vocabulaire qu'englobe, ça passe. Non, t'es pas d'accord? Il y a des actes, oui et non. Enfin, pour moi, c'est un mot valise, c'est un mot creux déjà. C'est ce que je dis quand je dis que. Oui, mais il y en a qui disent au contraire maintenant, oui, le Web 3 est trop lié aux cryptoactifs, donc je veux pas qu'on me caractérise comme une industrie Web 3. Donc, ça dépend quand. C'est-à-dire que quand les marchés sont comme ça, il y a plein d'argent. Alors là, je me mets du Web 3 partout. Et effectivement, quand ça se casse la gueule, là, les gens. Mais est-ce que par exemple, les gens, alors je ne vais pas citer de nom parce qu'on les aime tous, bien sûr, les entrepreneurs, mais des gens qui avaient des gros projets en ayant vu Sorare, qui avaient fait waouh et qui étaient tous en train de lever des fonds, est-ce que vous pensez que eux, là, particulièrement en ce moment, Web 3, toutes ces plateformes, etc., NFT inclus, etc., c'est un peu plus compliqué quand même pour eux en ce moment-là, ou pas plus que ça finalement? Ils vont continuer à faire leur petite levée comme d'hab. Non, mais alors après, ça c'est pareil, c'est un sujet que Charlie connaît par cœur. C'est-à-dire que sur les levées, évidemment que quand on est dans une période telle que
celle qu'on traverse, il y a moins de levée de fonds, les volumes sont moins importants, ça c'est normal. En revanche, et ça nous on le chronique chaque semaine, les projets continuent d'avancer, c'est-à-dire qu'on parle, et tant mieux, on va moins parler du prix du Bitcoin, des marchés, et on va davantage, et c'est ce qu'on dit à chaque fois dans l'écosystème, c'est qu'en période de baisse, en période de bear market, c'est là où les produits et les vrais technos se développent. On parlait de Ledger, de Sorare, de ces entreprises, ce sont chaque fois des entreprises qui ont progressé, qui se sont développées dans des périodes de creux, parce que ces périodes permettent d'éliminer tous les projets un peu pourris et de ne garder que ce qui finalement va créer de la valeur sur le long terme. Alors, remarque, en ce moment, on n'a pas abordé ce point-là, mais pour toi, c'est génial. Bah, tu fais un média spécialisé Web3 blockchain au moment où monsieur et madame Michu essaient de comprendre ce qu'on leur raconte quand on leur dit qu'il y a des sommes folles qui se perdent. Tu as dû avoir un nombre d'abonnements comme ça, non? Oui, mais après, on n'a pas attendu. C'est-à-dire que FTX, c'était quand même non, compliqué ça marchait de le déjà prévoir. bien, mais un accident, c'est pas mal, non? Je ne sais pas si c'est pas mal. Ce qui est sûr, c'est que ça crée un point de fixation. C'est-à-dire que tout de suite, alors pour le meilleur et pour le pire aussi, parce que en l'occurrence, on a bien vu que dans les médias mainstream, on a pas mal été sollicité, notamment par les télévisions. Alors là, il y a FTX et Mamie qui a perdu 500 €. Alors là, il faut absolument qu'on fasse des sujets. Donc oui, c'est sûr que ça crée un point de fixation. On parle plus du Web3 et des cryptos, pas forcément quand bien, mais encore une fois, nous... T'es un média, toi. Voilà, non, mais nous, on est un média, on est là pour raconter ce qui se passe, et comme j'expliquais au début, on s'est lancé donc en avril dernier avec une ambition simple qui est de se dire... Les technos dont on parle vont se développer au même titre qu'Internet dans les années 90-2000. Et donc, il faut que les gens comprennent en fait le monde dans lequel ils vivront demain. Voilà. Je voudrais revenir un petit peu sur le sujet que vous avez tous les deux abordé. Comme je suis avocat, je vais me faire avocat. Donc, on peut défendre tout le monde, j'allais dire. En fait, son argent, c'est un prix pour non, pas que, mais quand même. En fait, ce qu'on se dit, mais tous ces gens-là, ils sont pas ou peu ou mal régulés, ils sont pas ou peu ou mal organisés, on n'y voit pas clair, etc. Faut pas oublier que c'est d'abord des boîtes de tech. C'est fondamentalement des gens qui viennent de la tech. C'est fondamentalement des ingénieurs tech qui ont créé des systèmes autour de la tech. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'abord une approche de financier, ils ont d'abord une approche de tech. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu bâtis une boîte de tech, la régulation, la réglementation, je veux dire, c'est pas ta première priorité. Et tu dois d'abord développer un bel outil, un bon outil. C'était tout simplement un bon carnet d'ordre, un bon vieux carnet d'ordre qui fonctionne avec des produits autour. Et donc, les banques sont pas construites en un jour. Hein. Ces boîtes de tech, elles doivent passer en un laps de temps encore plus rapide après le FTX, un gap que les banques, elles, ont mis des années et des années à passer au fur et à mesure de la réglementation, qui était, je ne vais pas faire un cours d'histoire sur le sujet, mais on ne peut pas demander non plus à ces boîtes de sortir comme la cuisse de Jupiter, tout armée comme Athéna, si tu veux. Mais je lis avec attention ce que tu publies, ainsi que d'autres sur le sujet. Je n'ai pas l'impression qu'on parle d'un problème de régulation ou de... C'est de la fraude massive avec des espèces d'énormes... Mais je te parle pas des Je te fais une fausse facture d'Alameda à 15 milliards, je t'en reprends une autre à 12 et je t'achète une maison dans mon père. On est dans de la fraude massive de base, quoi. Tu vois, l'escroquerie de base. Mais ça existe dès qu'il y a de l'argent. On l'a vu. Oui. Non, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la régulation bancaire, c'est ça que je voulais te dire. D'accord. C'est même pas une affaire de crypto. Non, c'est pas une affaire de crypto. Ils vendent des avions. Exactement, c'est Enron, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Bon, et puis il se trouve que c'est vrai FTX a cumulé le maximum. C'est vrai que les auditeurs, le cabinet d'audit d'FTX était dans le Web3. J'ai lu ça, je sais pas si c'est chez toi ou ailleurs qu'ils avaient une adresse. Non, mais alors pour le coup, ça a été repris par beaucoup de médias. Effectivement, c'est concernant FTX International. Ouais. C'est top ça. Ouais, mais non, mais dans tous les cas, de bout en bout, l'histoire d'FTX c'est juste délirante. Il y a et pas ça un s'appelait truc pas Batman, non? Enfin, je sais pas, un truc qui aurait pu faire rigoler. Non, mais ils auraient pu. Non, mais c'est. Non, mais c'est le cumul quand même de tout ce qu'on fait de pire dans le monde de la finance qu'on a connu avant la crise de 2007 et 2008, parce que comme on a tous les deux les cheveux blancs, donc tu te souviens, c'est du tirage sur la masse, c'est l'utilisation des fonds sans l'accord des clients, c'est l'absence de ségrégation, c'est l'absence de corporate governance, c'est tout ce que... Non, et plus là de l'escroquerie de base. Plus l'escroquerie de base. Donc, voilà. Donc, moi, je continue. Et sinon, on pourrait voir en Europe un truc comme on a vu la semaine dernière, où le gars, au cœur d'un scandale comme ça, va à une conférence et cause. Alors, je sais pas, parce que j'ai pas regardé la conf, j'ai pas les accès, mais t'as regardé sans doute, toi, t'as ce qu'il faut. Ouais, on a regardé. Il y a pas mal d'extraits qui étaient disponibles. C'était intéressant. Intéressant, ou je lunaire. ne sais pas. Lunaire, certainement. Non, mais
encore une fois, qu'SBF s'exprime, bon, pourquoi pas. Il y a quelques articles très intéressants qui ont été écrits sur la question de savoir pourquoi il n'est toujours pas en prison. Bon, en réalité, parce qu'il y a quand même un état de droit et qu'on n'enferme pas comme ça les gens. Enfin, il faut qu'il y ait une enquête, il y a la matérialité des éléments, même si ça paraît assez évident. Non, ce qui est un peu étonnant, c'est que dans ce qu'il raconte, tout est confus. Enfin, c'est-à-dire que quand on lui dit « mais vous aviez conscience quand même de ce qui se passait entre Alameda Research et FTX », il est capable de dire « oui », et puis 2 minutes après, c'est « en fait non, c'était pas aussi simple que ça », ou alors « c'est pas moi qui disais qu'il fallait envoyer les fonds ». Donc voilà, mais encore une fois, sur FTX, et c'est là où je rejoins Hubert, c'est que je dis pas qu'il faut mettre de côté cette affaire, mais en l'occurrence, c'est une fraude hallucinante qui n'a pas grand-chose à voir Avec la crypto, non, bien avec sûr. la crypto, enfin fondamentalement. Qui et s'appuie que- sur l'univers de la crypto, Voilà. mais qui n'a pas... Exactement. Et que bon, là, il y a tous les excès qui sont réunis. Effectivement, Hubert, là où tu as raison, c'est que ça va prendre du temps et qu'on est très exigeant. Après, moi, je pense qu'on a raison Bien de sûr. l'être Bah, évidemment. parce que c'est peut-être justement parce qu'on a été un peu léger, et c'est vraiment, je dis ça collectivement, que SBF a pu aussi facilement faire n'importe quoi. Et encore une fois, il y a certaines plateformes qui aujourd'hui, sans citer de nom précisément, mais se sont montées peut-être un peu trop rapidement et aujourd'hui ne présentent pas toutes les garanties. De toute façon, dans les 55-57 PSAN qui existent, il y en a plus de 30 qui vont mourir dans quelques mois. Hein. T'as les noms J'ai hâte de voir ce que l'attitude de l'AMF, est-ce qu'elle va resserrer les vis, Mais est-ce je qu'elle peux- va... elle elle l'a- va Ils sont en train de faire le de- tour. Là, Non, ils mais sont en elle train a de faire le Oui, tour. déjà, elle a voilà. déjà répondu indirectement dans les interviews, c'est-à-dire, les enregistrements, la porte se ferme. Mm. Ah ouais, carrément. Oui, la Oui, porte oui, se oui. ferme parce que, Ça allait un comme peu on trop est vite, sur quoi. Vermica, non, puis puisqu'on est sur Vermica, donc on arrête quasiment les Oui, enregistrements. C'est plus lié à ça, oui. Et d'accord. puis, oui, mais quand même, et c'est aussi lié à tout ça. Donc, on veut une exigence plus forte. Donc, vous demandez la licence, ça n'est pas l'enregistrement Mica. Parce que l'enregistrement Mica, c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais rappelle-toi, Drexel, ça te rappelle quelque chose? Ça vous dit rien, vous êtes trop jeune, si je peux dire. Il y avait un excellent bouquin qui avait été écrit Parle par devant une ton ancienne... micro. Il y a un excellent bouquin qui avait été écrit par une journaliste des Échos sur l'affaire, qui était une fraude monumentale, Drexel Lehman Lambert. Tu t'en souviens? Bon, bah. Il y en a eu Voilà. beaucoup. Mais encore une fois, très récemment et plus près de nous, il y a Wirecard qui ressemble Oui. exactement à ça. Je veux dire, c'est un château de cartes. Donc, à chaque fois, voilà, exactement. bon. Il y en a d'autres. Mais alors, on a fait la part belle quand même au sujet crypto parce qu'on avait on a toujours, donc tu as le droit de parler d'autres sujets que la crypto. Carrément. Et donc, il y a quand même bien d'autres choses qui se passent. Et je vais vous faire réagir à d'autres sujets pendant le petit temps qui nous reste, sachant qu'on est complètement en retard et que j'espère qu'il y a encore 4 personnes qui nous regardent parce qu'on tellement on a débordé les horaires. Mais il y aura les replays sur YouTube. Donc, parmi les... donc je fais un podcast depuis quelques temps qui est un peu particulier puisque c'est pas un vrai podcast, c'est juste des biographies d'entrepreneurs. Je passe 2-3 heures avec eux, chez eux. J'enregistre et je coupe quasiment rien. Donc le podcast est super long, mais c'est un livre en fait. C'est pas sur leur boîte, c'est sur comment ils ont fait. Et alors, par exemple, j'étais avec Catherine il y a quelques mois, parce qu'on vient de le sortir la semaine dernière, mais ça s'est fait il y a 6 mois. Catherine Petralia, c'est la fondatrice de Cabbage. Cabbage qui a participé au plan de PPP, vous savez, où ils sont accusés en ce moment d'ailleurs, comme beaucoup d'autres acteurs fintech américains, d'avoir participé à une gabegie financière, puisque les PPP, il y a eu le plan de forgiveness. Donc voilà, bon, elle en parlait à un moment là-dedans, et d'ailleurs elle disait qu'elle, d'après elle, on n'aurait jamais dû demander aux fintech de bosser sur ces sujets, ni aux banques. Ça aurait dû être les impôts. C'est marrant ce qu'on a fait chez nous d'ailleurs. Mais je sors de ce point-là parce qu'on n'est pas assez américain pour en parler. Un autre point sur lequel elle a réagi qui m'a intrigué, c'est que je lui demandais de réagir. On a fait cette interview, c'était un début juin. Et donc, on venait d'avoir les annonces de Klarna, de Layoff et de quelques autres qui arrivaient. Avec, je crois qu'à l'époque, c'était 10-12% de la masse salariale. Et c'est un peu ce qu'on a vu, un peu la saignée de base, entre 10 et 13% d'un peu partout. Sa réponse, c'était avec moins 30, ils marcheront aussi bien. On a tous, elle me disait, nous, pareil à Cabbage, à un moment, on recrute des gens, on les paie, on a de l'argent, ça grimpe, et on sait pas, moi, je sais pas à quoi il sert tel gars, j'ai recruté des gens en dessous de moi pour recruter, et tu sais quoi, fintech ou pas, même défaut que dans les grosses boîtes, des fois, ils aiment bien avoir un gros service. Alors, ils te recrutent du monde, tu sais même plus à quoi il sert, et nous, quand on a dû licencier après, et ben, en fait, on marchait aussi bien avec 30% de moins. Vous pensez que ça peut aller encore plus loin, les saignées qu'on voit, là? La moyenne, c'est effectivement 10-15%. Pour l'instant. Les fonds recommandent, en tout cas, leur participation de licencier à peu près ça. Donc, pour toi, ils suivent la reco. Oui, c'est ça. Après, il y en a qui n'osent pas faire plus et qui devraient. Il y en a qui n'osent pas. Il y a aujourd'hui des licornes, notamment en France, qui devraient le faire, mais qui ne le font pas, qui pensent que elles vont tenir, elles vont tenir. Et puis c'est vrai que verra. le signal peut être un peu négatif pour Bah, l'image. En Le discours France, qu'on voit, en France, c'est ça. Le discours qu'on voit en France, c'est plutôt on a ralenti nos recrutements. Oui, on a stoppé. Stoppé On au ne ralenti, remplace voilà. pas les gens qui partent. Voilà. C'est la baisse de la Oui. hausse. C'est un peu un Bah, ça- fonctionnaire sur deux non remplacé après le départ à la retraite. Là, on est à peu près dans ce niveau de suppression de poste. Mais c'est ce que tu vois aussi. Mais mais- tu sens pas que ça peut
double down, quoi. Tu ne penses pas qu'ils vont aller nous refaire un deuxième lame de rasoir? Bah, il y en a qui l'ont fait et justement, c'est très, très mal perçu, que ce soit d'ailleurs quand tu es en interne, que tu vois qu'il y a une première coupe à 10%, tu rajoutes 10%, enfin, c'est très dur à vivre. Donc, non, moi, je pense... Enfin, en tout cas, ce qui se dit, c'est que ça va rester pour l'instant. Et toi qui as vraiment les oreilles un peu partout dans le marché, ça se passe quand même pas trop mal, ça va, j'allais dire, pour les collabs, parce qu'on dit tout le temps qu'on est en manque de recrues dans le digital, dans ces métiers-là. Parce que finalement, ces gens qu'on licencie, que ce soit en France ou en Europe, retrouvent assez facilement, parce qu'il y a vraiment une vraie tension quand même toujours, donc c'est pas, tu vois, ou quand même l'hiver est rude pour tout le monde. Alors, tu as aujourd'hui, maintenant, quand une start-up va licencier, elle fait une liste et elle envoie à ses copains. Elle partage carrément sur LinkedIn, j'ai vu dans certains cas. Il y en a qui sur LinkedIn, voilà, soit t'envoies à tes copains fondateurs, etc. Comme ça, hop, s'il y en a un qui a besoin, il prend sa page en gros comme ça. Et pour l'instant, ça marche. Et ce qui a changé un petit peu, c'est au niveau des salaires, voilà, tout ce qui est prétention salariale. Un développeur, l'année dernière, il arrivait, il était le roi du pétrole, il disait bonjour, je veux 100K. Et puis voilà, aujourd'hui... mais nous, dans notre système, c'est pas génial ça. Parce que finalement, il va avoir intérêt à rester au chômage, ton développeur. On va lui proposer moins dans les nouvelles... Ouais, enfin, mais c'est pas exactement comme ça. Enfin, je veux dire. Bon, bah tant mieux si ça marche pas comme ça. Ouais. Alors, par contre, pour revenir sur les possibilités de layoffs supplémentaires et les tensions, toi, tu as l'impression que pour l'instant, ça s'est calmé. Enfin, ceux qui devaient le faire, les 10% l'ont fait, ou les 10 ou 15, et on vit avec. Après, non, le truc, c'est qu'en France, en plus, tu as les histoires de plans de sauvegarde. Oui, ça se fait pas très, facilement. très compliqué. Donc, il y en a qui essayent pas de détourner, mais en tout cas, ils vont pas remplacer. En tout cas, ils vont finir les périodes d'essai. Ils vont essayer pour ne pas avoir à licencier trop de gens. Et alors, un autre sujet qu'on avait abordé, je crois, avec toi, peut-être il y a 2 ou 3 émissions, c'était quand même dans ces tensions de recrutement, justement, prétention salariale et pas que salariale, et que ça fait longtemps que c'est fini, l'ère du baby-foot. J'ai interrogé Cyril Chiche dans l'épisode qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, sur Lydia, qui me disait, oui, non, mais avant, il y en a, ils me demandaient un dauphin pour leur piscine pour voir qu'ils travaillent mieux, quoi. On va arrêter ça. Donc, bon, il me dit, il l'a jamais fait. Mais il dit, dans des boîtes, on a l'impression qu'il fallait carrément fournir le dauphin. Donc, est-ce que tu as l'impression que quand même ça a donné un petit coup de froid, que ça s'est un peu calmé dans les échanges justement entre prétentions, qui ne sont pas forcément que salariales, hein, de conditions de travail? Ça permet de remettre le jeu un petit peu au milieu Conditions de travail, oui, c'est vrai que moi j'avais eu les mêmes histoires des développeurs qui demandaient est-ce qu'on leur paye des abonnements Spotify, des trucs comme ça. Je ramène mon chien. C'était assez. Moi j'ai bien aimé le dauphin. Ouais, après, il faut avoir une piscine quand même. Ouais, parce que tu demandes la piscine aussi. Justement, c'est ça. Tu demandes le dauphin et si tu dis oui, je voudrais la piscine pour mettre le dauphin. Voilà. Non, mais est-ce que vous avez l'impression que. Parce qu'il y avait quand même une vraie tension là-dessus, ça devenait dur de. Tu vois, Cyril, dans cet épisode, me dit une entreprise, c'est faire cohésion. C'est une équipe qui, à un moment, fait cohésion ensemble. Si chacun vient en mercenaire avec sa demande de dauphin ou sa demande de machin, c'est plus une équipe. Et peut-être qu'on était arrivé à un moment dans un excès, surtout aux États-Unis, je ne sais pas si c'est le cas chez nous, hein, mais où peut-être il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. Parce que là, ça a permis de le remettre un peu. Il faisait beaucoup jouer entre boîtes. Si tu veux, aujourd'hui, il y a un mec qui va aller peut-être chez Lydia, il va dire, il va donner sa prétention salariale, il va aller voir une autre, et puis en fait, il va se rendre compte qu'en fait, c'est quand même vachement bien ce que Lydia propose. Tu as surtout ces cas comme ça en ce moment. D'accord. Donc ça rationalise un peu quand même. Oui, il y aura peut-être plus de pénurie de talent. Vas-y, tu voulais réagir. Juste, je pense quand même que ce que les entreprises, en l'occurrence les licornes, ont aussi en tête, c'est que une fois qu'on a investi, c'est-à-dire qu'on a recruté du monde, qu'on les a formés, il y a aussi une perte au-delà, j'allais dire, du coût d'embauche de ces salariés, en fait, de la courbe d'expérience. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont apporté des choses à l'entreprise, et potentiellement, c'est aussi appauvrir sur le long terme l'entreprise que de se priver de gens qu'elle a formés, qui ont peut-être la culture de l'entreprise, qui ont travaillé sur des projets précis. Et donc, c'est une sorte d'équilibre à trouver entre effectivement le fait d'alléger la masse salariale en période de crise et en même temps ne pas non plus revenir en arrière et perdre des gens qu'on a formés pendant peut-être des mois ou des années. Alors tu viens de citer le mot crise, on les compte plus, les crises. Je ne sais pas de quelle crise on parle, tellement il y a les crises de marché, les crises de dette, les crises toujours dans notre écosystème tech, on est hyper égoïste ici, on parle que de ça, hein, tech et finance. Hein. Évidemment que c'est très dur sur plein d'autres sujets, mais là on n'est pas sur le front, on parle vraiment de nos sujets. Est-ce que vous avez l'impression que ces diverses crises finalement touchent notre écosystème de startups dans la finance et technologie, donc un peu tous ceux dans lesquels vous évoluez? Toi tu vas beaucoup plus loin avec toutes les autres startups, mais plutôt finance, ou finalement pas tant que ça, quoi. En fait, c'est leur business as usual, bon elles s'adaptent, tu vois. Est-ce que on parle de crise énergétique, on parle de la guerre en Ukraine, qu'on parle de même la montée des taux. Finalement, quand je demande à des fintechs, ils me disent bah oui, ça change le paradigme, mais moi, au contraire,
J'arrive à bosser. Ceux qui bossent dans les taux, Cash Bill est très content. Tu vois, on monte les taux. Enfin, j'en sais rien. Je vois que tu fais l'amour. Ça, c'est on. Hein. Ouais. C'est Ouais, ça. Franchement, Eh ben, c'est ce que j'attends. Dites-moi, voilà. Alors on y c'est va. un discours convenu, objectivement. Tu peux pas. Enfin, tu dis il y a d'autres crises, mais c'est celles-là qui sont importantes parce que la crise des cryptos, ça n'intéresse que le monde des cryptos. Alors ouais, Voilà. la crise, l'inflation et les taux. Bah, c'est surtout l'inflation, les taux et les crises et oui, Enfin, une boîte qui fait le du prix de paiement, ça l'électricité, change quoi. c'est tout. Bah, ça lui change quoi Quelqu'un qui mine le prix de l'électricité, ça l'embête. Ça, pour D'accord, miner, mais je même suis quelqu'un d'accord. qui fait du paiement, ça va. Comment dire, il y a un ralentissement général de l'économie, donc tu as moins d'affaires économiques, donc tu as moins de paiements qui se passent. Enfin, Ils vivent pas sur Mars. Hein. Non, donc quand tu as moins d'affaires, quand tu as moins de. Mais par exemple, quand tu lèves les taux, tu vois, j'avais le patron de Résine la semaine dernière, il me dit, moi, je fais de l'épargne pour du bilanciel pour les banques, les taux qui montent, ça fait longtemps que j'attendais. C'est peut-être une exception parce que justement, on surépargne en période de crise. Oui, tu mais sais. lui, ça fait des années qu'il galérait, il me dit, maintenant c'est bon, là, je suis content, ça oui, va. c'est ça. il est à Voilà. contre-cycle, par définition. Donc, Mais les autres, à part les quelques exceptions, tu dis que bon, le off est plus dur que le on, on est bien d'accord. Évidemment. Ah, mais moi, Je c'est à sais vous pas de ce le que vous dire. en pensez, mais. Non, mais 100%. Mais c'est normal. Enfin, Ce serait même bizarre oui. que ce soit pas le cas. Bon, et toi qui adore aller éplucher les bilans sur Papers avant que les mecs te le sortent ou pendant et de sortir dans les échos juste avant que le truc soit retiré, t'as déjà commencé à avoir des trucs moins jolis que ce qu'on dit en on ou pas encore? Trop tôt là. Non, c'est encore trop tôt. Bah, Ils clôturent pas tous au 31-12. Hein. Oui, ça, tu vois, j'ai encore eu des bilans, oui, qui sont tombés en octobre, quoi, tu vois, de 2021. Donc, Ah oui. non, il y a un énorme décalage. On attend vraiment le max pour faire l'AG. Oui, tu repousses plusieurs fois même. Donc, non, on n'aura pas tout de suite, mais évidemment, je les surveille. Pour surveiller, je suis tombé sur. Je sais pas si c'est toi qui l'avais mis sur un article sur Paper, c'est top ce truc pour aller tout surveiller, c'est Je peux te génial. faire des alertes et tout. C'est génial, puis c'est gratuit, moi j'aime beaucoup. Ils sont top ceux qui font ça, parce qu'ils font ça en plus gratos. J'ai toujours pas compris le business model, mais enfin Non, c'est il n'y top. en a pas pour l'instant. Oui, alors, et dans la tech, ça n'a pas grand-chose à voir avec la fintech. Mais dans la tech, quand même, tout le monde nous parle que de l'intelligence artificielle, là, où on peut bientôt nous remplacer tous les 4 au micro, là. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils arrivaient à faire des techs géniaux. Non, vous avez essayé? Bah, bien sûr, c'était le truc de la semaine. Ça. T'as tenté? Non, pas moi, mais mes fils ont tenté. Et alors, ils te remplacent en tant qu'avocat, tu vois? Ouais, carrément. Ils m'ont dit, le plaidoirie, c'est bon, je la fais pour toi demain, dans le tribunal. Non, mais franchement, dans vos métiers journalistes, pardon, Non, on est dans du enfin, contenu. On est dans du contenu, là. Oui, mais pour avoir testé l'outil, évidemment, c'est bluffant. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, c'est toujours pareil. En réalité, nous, ce qu'on apporte, c'est le détail. C'est-à-dire que c'est pas la masse. C'est le point de vue. C'est... Non, mais exactement. Et puis, je veux dire, encore une fois, c'est un peu comme une statue. C'est-à-dire que de loin, bon, voilà, les détails sont assez nets. C'est plutôt bien fait. Mais nous, ce qu'on apporte au quotidien avec Charlie, c'est vraiment le souci du détail et des choses, non, mais des choses que pour le coup, la machine ne peut pas réaliser. Donc, évidemment, ça va avoir un impact. Mais de fait, ça fait déjà des années que notre métier, en l'occurrence, là, pour parler de journalistes, pas celui des avocats, est touché par les outils du numérique, que ce soit sur la traduction, sur même de temps en temps l'agrégation d'infos. Mais après, on aura toujours une utilité, et tant mieux. Et ce qui fait aussi évoluer notre métier. Oui, on aura toujours aussi ce côté très analyse et critique. Exactement. En tout cas, nous, on développe beaucoup. Exactement. Donc voilà, c'est intéressant, mais c'est pas encore une... mais je trouve, moi, c'est intéressant sur certains côtés, tu vois, genre dans le sport, où tu vois les comptes rendus de sport, etc. Mais ça se fait déjà. Hein. Pour les lives, Exactement. des choses très, très basiques Exactement. où tu t'en fiches d'avoir du contexte. Mais il y a déjà des outils qui un permettent de le faire. Donc non, c'est bluffant, super intéressant. Après, on va voir ce que concrètement ça va donner à l'usage. Enfin, vous êtes quand même, pardon, hein, nous sommes dans des métiers où on parle quand même beaucoup de contenu, de matière. Toi, c'est pareil, c'est de la recherche. Pour faire une plaidoirie, il faudra faire de la recherche, etc. C'est bluffant, ces trucs-là. Ça remplace une partie du... Enfin, c'est un peu comme Tesla qui va remplacer mon chauffeur Uber. À un moment, il va falloir retravailler la valeur ajoutée, de plus en plus. Ah ben, il y a que la valeur ajoutée qui fait la différence. Et donc, Oui, enfin, aller chercher... Oui, mais donc c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que finalement, la valeur ajoutée, c'est ce qui fera la différence avec l'intelligence artificielle, jusqu'au moment où l'intelligence artificielle arrivera aussi à la valeur ajoutée. Parce que tu rajoutes, tu mets des avatars sur le truc qu'on a dit, puis on nous remplace les 4, là, tu vois, ça fait l'émission. Pas encore, on met le thème. Pas encore tout de suite, mais c'est probable. Hein. Pas encore tout de suite, mais c'est probable. Donc, comment on peut essayer et prochaine, vous verrez. Hein. Il faudrait peut-être qu'on essaie la fois d'après avec un avatar et un machin. Tu poses les
question et on voit s'il répond. Aussi, de venir avec son avatar. Là, on va carrément changer de secteur. Là. Pour revenir à la fintech et à la finance et à la technologie, il nous reste 1 minute 50 pour conclure. Je vous propose finalement, si vous en avez un, bon, toi, j'ai compris que tu étais dans ta clôture, donc tu n'as pas réfléchi, donc je te le prends en dernier. Comme ça, tu as le temps d'y réfléchir à la question. Est-ce que vous avez un autre fait, un sujet que vous voudriez partager, soit un coup de gueule, un coup de cœur sur nos actus de notre écosystème, qui ne soit pas que sur FTX et la crypto, etc. Je commence par toi. Je suis blanc. Ah non, là, je vais t'aider. Ben arrête-moi, oui. Ah, je vais t'aider un peu. Vas-y. Bah, t'as sorti des bouquins, c'est ça ton actu? Tu m'as inondé de 3 bouquins à la maison, toi. Je sais plus où les mettre. Ils m'ont envoyé des trucs, c'est des pavés comme ça. Donc si vous n'avez T'as pas même pas assez... lu les titres. c'est trop gros. Moi, je sais pas lire. Regarde, j'ai une tablette. Donc si vous aimez Uber, 3 livres, c'est ça? 2 livres Non, il y en avait 2 qui étaient autour de la fintech, mais c'était plus des bouquins sur la réglementation mondiale de la fintech qui n'a pas beaucoup d'intérêt en soi. Non, il y a un bouquin qui m'a beaucoup plus donné du sang et de la sueur, j'allais dire, c'est une réflexion autour de la dette. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une dette juste? Et à 1 minute 30 de la fin, c'est un peu compliqué de Eh ben, il faut résumer. lire le livre. Mais voilà. Qu'est-ce qu'une dette juste dans toutes les bonnes librairies et sur Exactement. toutes les bonnes plateformes. Merci pour Mais la parce pub, qu'en Laurent. fait, ils sont tellement sympas qu'ils parlent pas de ce qu'ils font, bon, à part les échos tout le temps. Mais non, je te taquine. Mais de temps en temps, je rappelle un peu ce que chacun fait. Là, on a bien parlé de ce que tu faisais avec The Big Whale, mais alors, est-ce qu'il y a une autre actu? Parce que je suis sûr que dans The Big Whale, vous ne parlez pas que de FTX. Donc, Non, une autre évidemment. actu, tu as le droit de toucher à la crypto, mais pas FTX. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose un peu d'intéressant, de Non, sympa? mais alors oui, en l'occurrence, donc demain, on sort notre édition premium et on va faire un édito sur l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'on ne cesse, donc l'Afrique et le Web3, on ne cesse depuis des années, des mois, et alors là des semaines de parler de l'Europe, des États-Unis, des FTX, tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on s'intéresse pas assez, de notre point de vue, à ce qui se fait sur le continent africain, qui n'a pas les infrastructures Tu as financières. noté ce qu'a dit Valérie tout à l'heure. Ouais, non, mais Elle a tout à fait. parlé du sujet. Non, mais exactement. Et en réalité, nous, notre objectif en 2023, voilà, c'est d'aller en Afrique pour voir comment, dans des pays où il n'y a pas donc, ces infrastructures de paiement, bancaires, enfin financières au sens large, les gens eh bien, utilisent d'autres outils, notamment les cryptos, utiliseront demain les NFT pour des contrats. Enfin voilà, nous, on trouve que c'est super intéressant et que ça préfigure potentiellement ce que sera un monde non pas forcément post-bancaire, parce qu'encore une fois, il y aura toujours des banques en Europe, mais plutôt un monde où il n'y aura pas uniquement les acteurs financiers traditionnels, même en Europe, aux États-Unis. Très intéressant à suivre. Et de toute façon, je rebondis parce que tout le monde n'a peut-être pas vu le plateau d'avant. En plus, en replay, c'est des émissions différentes. Mais donc, nous avions Valérie Fasquelle de la Banque de France qui nous disait qu'effectivement, on peut parler de plein de cas d'usage ici, mais c'est encore un autre monde dans les endroits où l'infrastructure bancaire classique est mal ou peu développée. Ce qui est le cas dans les pays que tu cites et dans les zones que tu cites. Donc, à lire avec attention et à suivre. J'imagine que ça ne sera pas qu'un numéro. Ça Non, sera, exactement. à suivre. Exactement. Tu as eu le temps de réfléchir pendant 2 minutes parce que tu as une autre actu où vraiment, t'es vraiment. On mais essaie de alors, faire long, on Elle est essaie dans de ses faire comptes, long. elle est dans J'ai ses été comptes. sympa, je t'ai Non, laissé. mais, Donc Charlie, vous voyez, quand on l'invite trop souvent, elle prend des bonnes habitudes, elle arrive, elle prépare rien. Bah, Elle est dans met, son article de demain. elle met tout dans ses articles, alors qu'elle en a sorti un ce matin, un hier, sur lesquels elle aurait pu rebondir. Mais non, elle bosse beaucoup. Non, elle bosse beaucoup. Eh bien écoutez, on va terminer là-dessus, tant pis pour toi. Si, il faudrait juste veux dire, on parle beaucoup de FTX, etc. en ce moment, et ça me fait penser qu'on ne parle plus du tout de Robinhood. Et moi, je m'intéressais beaucoup à eux juste avant que tout ça éclate, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient sur une forte pente descendante. Et donc voilà, c'est juste... Et là où, en plus, c'est amusant que tu en parles, c'est que FTX avait pris presque 8% du capital de Robinhood. Voilà. Eh ben moi, je vais faire mon coup de gueule à moi. Ah. Mon coup de gueule à moi, c'est que j'ai voulu faire un post sympa pour l'anniversaire de ma fille la semaine dernière, en parlant d'un truc personnel, autour d'un truc pas du tout personnel, puisque je fais ce fameux podcast et je promouvais mon podcast. Et puis en même temps, en écrivant la promo du truc, je me suis dit, mais en fait, Catherine, à un moment, elle m'a parlé d'un vrai sujet aussi, c'est sur les femmes dans la finance, en expliquant, pour le faire simple, qu'elle considérait que c'était pas un sujet, ça l'enquiquinait les MeToo et les machins, jusqu'au jour où elle s'est dit, mais finalement, elle a eu la révélation, elle s'est dit, mais j'ai l'impression d'être un Mexicain qui vote pour Trump, quoi. Mexicain qui vote pour Trump, elle s'est posé la question longtemps, pourquoi? Elle s'est dit, bah parce que lui, il a tellement bossé pour en arriver là, qu'il n'a pas forcément envie que le nouveau prenne la place. Elle s'est ouverte dans le podcast en disant, bah moi finalement, j'ai jamais souffert de problème, en fait, j'ai pas eu l'impression que c'était compliqué, mais en même temps, c'est pas parce que j'ai réussi sans problème. Petite parenthèse, elle est assez anecdotique, elle a un homme au foyer, ce qui est pas non plus tous les jours, mais elle me dit, c'est pas parce que j'ai réussi que finalement c'est si simple pour tout le monde, et depuis ces années-là, elle est devenue un peu une égérie des femmes dans la finance, etc. J'ai fait un post en réagissant là-dessus, en disant que j'étais pas non plus moi ni tout blanc ni tout noir, et que c'est compliqué pour tout le monde dans ce monde de finalement aider par rester sur du patriarcat, parce que moi aussi j'ai mes tares, et c'était à l'occasion des 20 ans de ma fille, j'ai dit que j'espérais qu'elle fasse autre chose. Et ben j'ai eu, figurez-vous, beaucoup de likes, mais surtout beaucoup de messages perso.
Et donc, je voulais le partager avec ceux qui nous regardent, qui sont peut-être aussi beaucoup des hommes. Faites gaffe, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui trouvent que c'est pas si simple aujourd'hui. Et ma fille en fait partie, elle a 20 ans, donc faites gaffe, ça pourrait être votre fille aussi. Et qui trouvent que c'est pas si simple, que le sexisme, on peut croire que ça a disparu parce qu'on fait des MeToo, des machins, mais en fait, non. Il est toujours là et il blesse toujours autant. J'ai eu pas mal de femmes qui m'ont écrit, des clientes, des gens qu'on se connaît bien, etc., et qui me disent, mais en fait, je me sens agressé en journée, on peut pas le dire, ça se fait pas. Tout le monde a l'impression que c'est rigolo, mais c'est pas drôle. Voilà. Et moi aussi, des fois, je fais peut-être des vannes comme ça, je vais essayer de faire gaffe. Parce que c'est pas drôle, elles ont trouvé ça pas drôle, elles me l'ont dit, je voulais le partager avec vous. Donc merci, et à part ça, je tenais à vous dire qu'en 2023, on revient avec le PFC l'émission. Nous avions 6 sponsors formidables cette année, American Express, BPCE Digital Payment, Boursorama, Powens by Budget Insight, Crédit Mutuel Arkea et Orange. L'an prochain, les paris sont ouverts, à votre bon cœur, monsieur, dame. Hein. L'Axel, c'est une association, moi je suis pas payé, eux non plus. Par contre, les studios, faut les payer, on le fait avec les sponsors. Donc, on compte sur vous, n'hésitez pas à contacter l'Axel. Et puis, j'ai moi aussi ma casquette, chacun fait sa pub, je vais faire la mienne. Le Paris FinTech Forum revient d'une autre manière, de manière assez différente. Déjà, on va continuer ce qu'on a fait cette année, une collection d'événements digitaux. Ça marche très bien avec du networking en ligne, mais en mode speed dating, pour ceux qui ont connu avec les cheveux blancs, le chat roulette, mais en mode professionnel. Tout est sérieux. On a fait le Women Finance Lunch, bien sûr, qui est un grand succès. La Paris FinTech Night, on continue. Les dîners de gala, on continue. Mais on s'est dit quand même, vous nous avez tanné. Allez, on refait un événement. Mais on va pas refaire au Palais Brognard. Moi, je me dis, les crises, vous savez quoi, faut changer en fait. Et puis quand tout le monde me dit, pourquoi tu reviens pas comme avant, je dis parce qu'il y a eu 6 crises depuis le dernier événement et j'ai pas compté toutes. Donc si je reviens comme avant, c'est que j'ai pas bougé. Donc parmi les changements, moi je veux plus d'exhibition. Il faudra qu'on m'explique ce que c'est un hall d'exposition green. Moi, j'ai pas compris. Parce que globalement, on reconstruit une ville qu'on jette le soir même. Je vous invite à regarder le bilan énergétique, le bilan chimique des moquettes qu'on déploie et qu'on jette le soir même parce qu'on n'a pas le droit de les garder. Donc moi, tout ça, en fait, je me dis, j'ai plus envie. J'ai plus envie non plus de beaucoup et plein parce que je pense que dans ce monde un peu compliqué, less is more. Et donc, j'ai suivi les demandes de beaucoup de mes membres et de la communauté. Et on va faire un événement de 2 jours. Dans le métavers. Non. Ah non, moi je suis un mec hyper concret. Mais alors attends, moi, limite, je ferai la campagne avant de le faire dans le métavers. Donc non, on va garder quand même 3 points communs avec avant. 2 jours. Paris, et c'est toujours sur la FinTech. Par contre, c'est plus au Palais Brognard. On fera ça à un autre lieu qu'on vous annonce bientôt sur Internet. C'est dans le centre de Paris, toujours. Ça sera limité à 500 personnes et à 100 orateurs. On revient un peu back to basic. Pour ceux qui m'ont connu au tout début, c'était le format de mon premier événement qui était à l'époque au ministère des Finances à Bercy. Et on va faire à peu près ça, mais pas au ministère des Finances. Un peu plus grand quand même, parce qu'il y aura 3 salles de conférences, que des conférences, une grande salle de networking, pas d'exhibition. J'insiste. Et puis, il va falloir chacun que vous bossiez un peu et chacun que vous participiez, parce que si vous voulez que ça se fasse, un truc comme ça qui est un organisateur d'événements, ça gagne de l'argent sur les stands. Quand il n'y a pas de stand, il faut payer votre billet, les amis. Alors, on le vendait déjà avant. Ça ne va pas s'arranger. Ça sera peut-être même un peu plus cher. Ça sera un peu exclusif. C'est comme ça. Ça sera close door. On ne peut pas tout faire. On essaye. On tente ce format-là. C'est en mai prochain, le 30 et 31 mai. C'est annoncé. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Il y aura que 500 places et ça va partir vite. Merci à tous. On se retrouve à la rentrée. Excellente fête de fin d'année. Bonne année 2023. À bientôt. Merci. Merci. 3, 2, 1.